Chapitre 2. 1er janvier 1914. Adrien marche lentement entre les tombes. Ses godillots noirs écrasent la neige avec de petits craquements et y laissent des traces de boue. Les autres bruits sont étouffés. Le village est ralenti, le bar est fermé, le facteur ne passe pas et chacun se repose. Le cimetière est couvert de blanc et le pâle soleil de ce premier jour de l'année peine à réchauffer les vieilles pierres. Le grand et mince garçon se dirige vers la partie du sanctuaire où reposent ses grands-parents et leurs aïeux, sous des pierres tombales simples et peu coûteuses. Sa famille paternelle n'a pas beaucoup d'argent. Les caveaux du notaire ou du médecin sont bien plus imposants. Ce sont de vraies petites maisons avec une grille pour fermer l'entrée et des fleurs fraîches, été comme hiver. Sa petite sœur, Marthe, apporte durant l'été des coquelicots et des bleuets pour honorer la tombe des grands-parents. Mais, à cette époque, il n'y a même pas un perce-neige et les stèles restent tristes et vides. Adrien observe le jour qui se lève derrière la flèche de l'église de Corbeny. Pfff, souffle-t-il. Il n'y a personne. Qui aurait l'idée de lui faire dégager les tombes de la neige aujourd'hui, à part son père? Tout ça pour l'empêcher de lire l'épatant au coin du feu. C'est un illustré auquel son grand-père maternel l'a abonné. 16 pages de blagues et de bandes dessinées toutes les semaines, pendant 1 an. Un sacré cadeau. Le premier numéro est arrivé pour Noël, avec un panier contenant 6 oranges, un luxe incroyable pour eux. Il a hâte de le montrer à l'école. Même Lucien, le fils du docteur, sera jaloux. Bien sûr, le père d'Adrien a failli s'étrangler en voyant le prix. 3,50 francs à l'année. Pour du papier avec des dessins dessus? N'ayant pas la possibilité de dire à son beau-père ce qu'il pense de cette dépense stupide, il se venge sur son fils. Voilà comment, au lieu de lire en paix, il se retrouve à devoir balayer la neige sur les tombes, alors qu'il risque encore de neiger pendant des semaines. C'est complètement idiot. Mais Adrien ne peut pas désobéir sans risquer une sévère correction. Alors il a décidé de ruser. Il a caché son illustré dans la poche de sa vareuse, et il a rejoint le cimetière. Malgré le froid mordant, il n'est pas si désagréable d'être dehors. Le givre et la neige créent un sentiment étrange sous le soleil. Le garçon dégage les tombes de la famille de son père. Il passe son doigt dans les lettres gravées. Jean, Marius, Madeleine, Louis, Marguerite, murmure-t-il pour lui-même. Il n'a connu que la dernière, sa grand-mère, quand il était petit. Une mauvaise grippe l'a emporté 6 ans plus tôt. Il en garde l'image d'une femme dure à la tâche et sèche avec les petits. Quant à la famille de sa mère, elle n'est pas ici. Ce sont des gens de la ville et leur caveau est là-bas, à Laon, la préfecture. Ils n'y vont jamais, c'est trop cher. Du coup, il n'a vu la tombe de sa grand-mère qu'une seule fois, mais il a pu constater que l'édifice familial était autrement plus imposant que celui du médecin ici. Ça lui a fait plaisir, même si le fils du docteur, Lucien, son ennemi d'enfance, ne la verra sans doute jamais. Les notes de l'Ave Maria sonnent à la cloche de l'église, et Adrien se secoue. Il a déjà fini sa corvée, et comme il l'a prévu, il peut prendre un peu de temps pour lire. Il s'installe sur la tombe du pépé Marius. Absorbé par sa lecture, il ne voit pas que la pierre est mouillée. L'humidité transperce son pantalon de toile, son caleçon, et il a rapidement les fesses gelées. Il se dandine en se demandant si elles vont rester collées à la pierre, quand un éclat de rire retentit. T'as envie d'aller au petit coin, Adrien? S'exclame joyeusement la jolie Simone. Non, j'ai le cul trempé, rétorque le grand garçon en lui souriant. Elle rit de plus belle, et ses boucles brunes dansent autour de son visage. Elle a les yeux brillants d'une petite souris, des taches de rousseur sur les pommettes, et un air canaille de fille à qui on ne raconte pas des craques. Avec son manteau sombre, ses joues roses, et sa robe de la même couleur, on dirait une pivoine. Son vêtement n'est pas tout neuf, mais joliment tourné. Elle l'a retaillé elle-même dans une ancienne blouse de sa mère. La couture la passionne, et elle est douée. C'est l'amoureuse d'Adrien depuis l'an dernier, et il compte bien qu'elle le reste toujours, mais il ne lui a jamais dit. Il a 6 mois de plus qu'elle, mais elle est presque aussi grande que lui, assez pour qu'elle n'ait pas besoin de se pencher quand il lui colle soudain un bécot sur la joue. « Oh » fait-elle étonnée et ravie de ce baiser volé. « Bonne année »
lui souhaite Adrien pour expliquer son geste. Il sait qu'elle n'est pas contre un baiser ou un câlin, mais pas au milieu du cimetière où tout le monde peut les voir. C'est qu'il ne faudrait pas que les gens parlent, ils doivent se cacher. Elle n'a pas encore 13 ans et ils ne se marieront que dans 4 ou 5 ans, si leurs parents sont d'accord. Tu fais quoi demande-t-elle. Mon père m'a obligé à venir nettoyer les tombes. Et toi, tu t'es dit que c'est un endroit sympa pour lire un peu conclut-elle moqueuse. Regarde répondit-il sans se vexer. C'est l'épatant. Oui, tu me l'as déjà montré hier et avant-hier. Oh, je l'avais oublié. Et toi, tu fais quoi ici? Je te cherchais. Ta sœur m'a dit que je te trouverais ici. Tu m'accompagnes chez ta tante Jeannette? Elle a préparé une tisane pour le rhume de mon frère. Ton frère boit du pisse-mémé? Demande Adrien Goguenard. Ma mère l'y force, et c'est pas n'importe quelle tisane, c'est celle de Jeannette. Elle a des pouvoirs magiques. Les gens disent qu'elle est sorcière, et même voyante. Pff, il raconte n'importe quoi. C'est de la superstition. Ma tante connaît bien les plantes, c'est tout. Ta mère ferait mieux de l'emmener chez le médecin. Tu sais bien qu'on n'a pas les moyens. On n'a même pas de quoi changer la vitre dans la fenêtre de ma chambre, répond Simone avec une petite moue triste. Mon bricolage tient bien? Tu voudrais que je le renforce? Non, ça va. Adrien se relève pour la suivre, époussetant de la main la neige qui s'est accumulée sur son pantalon. Il la dépasse d'une tête, et il a déjà une carrure solide et des mains d'homme, comme si elles avaient grandi plus vite que le reste. Simone y glisse ses doigts fins, et ils avancent doucement vers la sortie. Tu crois que ton frère sera remis pour la rentrée? Parce qu'on doit faire un exposé ensemble sur les colonies d'Afrique en géographie. Ah, c'est donc ça? Je me demandais pourquoi tu t'inquiétais pour lui. En fait, c'est à cause de l'école, soupire Simone en refermant la grille du cimetière derrière eux. Elle le regarde, déçue, et ses yeux deviennent si sombres qu'ils paraissent noirs. Adrien se mord les lèvres, il n'aime pas lui faire de la peine. Cet exposé, c'est important pour nous, tu sais. C'est pour le certificat. C'est important pour toi? Jules n'en a rien à faire du certificat. En juillet, il rentrera en apprentissage chez le vieux Marcel pour devenir maréchal ferrant. Et si ça ne tenait qu'à lui, il y serait déjà. Mais il n'aura ses 12 ans que cet été, voilà tout. Mais moi je ne compte pas me contenter de faire le même métier que mon père, Simone. Et si je veux quitter la ferme, il me faut faire des études au petit lycée, et donc que je réussisse cet examen. Jules s'en fiche de me faire rater ça. Il se sert de ce rhume comme prétexte. C'est lui l'égoïste. Il a les pieds sur terre, lui au moins. D'ici quelques mois, il aura un salaire. Et là, tu vois, on en a bien besoin. Mais moi aussi j'aurai un salaire bientôt, et un bien plus gros, pour nourrir ma femme et mes enfants avec de la viande tous les jours, leur offrir des jouets à Noël, et leur acheter tous les médicaments dont ils auront besoin, sans avoir compté mes sous. Tes enfants? Et tu comptes les faire avec qui? Une fille que tu auras trouvée à la ville? Dans ton lycée de riche? Avec toi, Bécasse, pense Adrien. Mais il est trop fier pour le dire, et Simone presse le pas, visiblement très vexée. Ils avancent dans le village enneigé et silencieux, vers la maison de tante Jeannette, qui vit toute seule avec son chat noir, son chat de sorcière. C'est vrai qu'elle connaît bien les plantes, et il paraît même qu'elle fait passer les bébés. Adrien ne comprend pas bien comment, mais Simone le dit toujours avec un air si convaincu qu'il ne demande qu'à la croire. D'accord, te fâche pas, c'est juste que j'ai travaillé dur là-dessus, et j'aimerais bien que le maître soit content. Le maître, il n'y en a que pour lui. Tu lui as dit que ton père ne pouvait pas te payer le petit lycée? Non. T'en as parlé à tes parents au moins? Tu as demandé l'argent à ton grand-père? Ben, l'occasion s'est pas présentée. Mon grand-père ne vient pas souvent, mais je vais le faire. Et quand? À la Saint-Glinglin? Ils arrivent devant chez la tante Jeannette, en haut de la grande rue. Une voiture pétaradante passe près d'eux. C'est l'abbé de Vauclair qui vient dire la messe. Il leur fait signe, mais Adrien ne le voit pas, troublé par la moquerie de son ami. Simone s'en aperçoit et lui sourit. C'est grave si tu ne peux pas rentrer au petit lycée? Évidemment, s'exclame le garçon, choqué qu'elle comprenne si mal ce que cela représente pour lui. Tu veux vraiment aller à la ville? Oui. Je veux continuer mes études et savoir plus de choses. J'aimerais apprendre le dessin technique pour créer des machines modernes, comme dans les romans de Jules Verne. Des automobiles. Je sais que tu n'as pas envie que je parte, mais quand je reviendrai au village, j'aurai un métier qui rapporte beaucoup d'argent et ça changera pour toute ma famille. Alors? Répond-elle d'une petite voix. Courage, mon Adrien. Elle l'embrasse au coin de la lèvre et lui prend les mains et les serre contre lui, avec un grand sourire pour le remercier. Il sait bien qu'elle a peur d'être séparée de lui. Lui aussi, bien sûr. Mais il est plus réaliste. Il sait qu'il lui offrira une vie plus belle s'il revient au village avec un diplôme d'agronome ou d'ingénieur.
Il est heureux qu'elle ne s'oppose pas à ses rêves malgré ses propres peurs. C'est vraiment la fille qu'il veut épouser. Il repart chez lui, bien décidé à discuter avec son père de la suite de ses études. Plongé dans ses réflexions, il n'a pas remarqué qu'une nouvelle boîte aux lettres a poussé comme par magie, sur le mur de la maison des voisins, juste en face de chez lui.